Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour débriefer ce qui a marqué l'actualité à travers les déclarations phares de la semaine. Nous mettons les mots de l'actualité sous la loupe de nos invités. Un débat d'opinion sur ces phrases qui ont fait le tour de l'actu. Je reçois pour ce deux observateurs aguerris qui partageront avec vous leur lecture des verbatims les plus marquants, que ce soit ici chez nous au Maroc ou ailleurs. Au menu aujourd'hui, d'abord ce soutien indéfectible et explicite de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Diplôme toujours pour Bruxelles, la lutte contre le trafic d'êtres humains passe indéniablement par le Maroc. Matières premières, refonte complète du secteur minier marocain et élections, les méreux ont leur mot à dire au scrutin de 2026. Dans l'actu monde, les déclarations de Donald Trump ont littéralement rythmé la paix dans le monde cette semaine et l'OTAN se plie aux exigences du président américain et du foot. Pour terminer, les appels se multiplient pour attribuer le ballon d'or à notre lion Hakimi. J'accueille pour ce débrief ce soir l'expert en relations internationales, Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur Srimi. Et bonsoir à vous aussi, professeur Mostafa Srimi. Bonsoir. Nous allons donc commencer par le dossier Diplo et cette déclaration conjointe entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et marocain résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a reçu cette semaine le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hoorn. Je cite donc cet extrait de la déclaration commune. Les deux parties ont souligné leur soutien indéfectible au principe du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, y compris le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres de l'ONU, qui inclut les États membres de l'ASEAN et le Maroc, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends. Voilà, fin de citation, ou en tout cas fin de cet extrait de la déclaration commune à l'issue de la rencontre donc, qui s'est tenue cette semaine à Rabat. Professeur Srimi, d'abord un commentaire sur cet extrait. Bien sûr, la déclaration conjointe est beaucoup plus développée, mais on s'est arrêté sur celle-ci en particulier. Qu'est-ce qui fait que c'est inédit pour cet ensemble régional ? Ça n'est peut-être pas inédit, c'est l'addition et un consensus d'une organisation régionale à propos de la question nationale. L'ASEAN comprend 10 États membres, c'est important, qui sont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Birmanie, Brunei, Singapour, etc. Donc c'est quand même une organisation intéressante du Sud-Est asiatique. Le Maroc en est membre, il faut le dire, depuis 9 ans, depuis 2016. Il a adhéré à l'ASEAN, donc dans le cadre du redéploiement de notre politique étrangère en Amérique latine, ailleurs, etc. Il y a eu donc le souci du souverain, suite d'ailleurs au voyage qu'il avait fait en Asie, tout ça, etc., donc d'adhérer à cette organisation régionale. J'ajoute qu'il y a eu un statut particulier qui a été accordé au Maroc en septembre 2023, voici plus d'un an et demi, qui est un statut de partenaire de dialogue sectoriel. Et puis il y a eu, 2 mois après, la première réunion mixte entre le Maroc et l'ASEAN. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a la visite du secrétaire général de l'ASEAN cette semaine, M. Kao Kim Hoorn, et les principes de l'ASEAN sont intéressants. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur le communiqué que vous avez évoqué. Ces principes sont les suivants, principe de politique, de sécurité, de règlement pacifique des conflits, de promotion de l'économie, également l'aspect socio-culturel, et puis aussi ce qu'ils appellent l'axe interpilier, c'est-à-dire les villes intelligentes, connectivité, développement durable. Ce sont des pays qui sont très avancés sur le plan des innovations technologiques. Donc c'est un plus pour le Maroc. Alors il y a aussi... Cet ensemble ou ce groupement régional, de quelle nature est-il pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'ASEAN, professeur Srimi? Par élimination, quels sont les États importants qui ne sont pas dans l'ASEAN?
Oui, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Pakistan, etc. Donc c'est intéressant. Donc un certain nombre de pays qui estimaient utile, du fait d'intérêts communs ou de préoccupations partagées, de se regrouper donc, au sein de cette association. Également, au principe, ils sont très attachés du fait du contexte international au principe de la souveraineté. Ça nous interpelle, nous sommes sur la même ligne. Également, la non-ingérence des affaires intérieures, le règlement pacifique d'Apli. C'est pour ça qu'il faut saluer, comme il se doit, cette prise de position de l'ASEAN en faveur de la cause nationale. C'est une première quand même. Vous avez dit que c'était pas inédit, mais c'est historique. C'est ça, c'est une première parce que c'est acté officiellement, pas au niveau d'un ou deux ou trois États membres, etc. C'est une association régionale qui prend position. Et c'est quelque chose qui témoigne de ce que j'appellerais l'élargissement progressif du soutien à la cause nationale qu'on a pu voir donc avec des pays anglophones, vous le savez, maintenant avec ces 10 pays de l'ASEAN qui sont dans l'Asie du Sud-Est. Et ce qui est intéressant pour l'ASEAN, c'est que, alors déjà géographiquement, c'est l'Asie du Sud-Est, mais ce qui est intéressant, c'est cette pluralité au sein de l'ASEAN. On a un pays de 300 millions d'habitants, qui est l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde, mais qui s'associe depuis des décennies avec d'autres pays qui ne sont pas musulmans. Par exemple, le Vietnam a une doctrine communiste, donc c'est l'athéisme d'État. La Thaïlande est un pays qui est un pays bouddhiste. Donc il y a aussi des régimes monarchiques comme la Thaïlande, justement, qui est une monarchie multiséculaire, qui est aussi associée à un régime militaire comme la Birmanie. Donc on voit que ces pays ont mis de côté toutes leurs dissensions pour se concentrer sur ce qui les réunit, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, d'obédience plutôt communiste. Et pour l'intérêt... Il y a aussi il y a beaucoup de différences de modèles politiques de ces pays. Pourtant, ils n'ont aucun problème à s'associer. Et l'idée essentielle de l'ASEAN, c'est vraiment défendre l'intérêt des populations d'Asie du Sud-Est. Économique, notamment, socio-économique et aussi la liberté de circulation, de flux, et ainsi de suite. Alors, ça c'est très important à souligner. Peut-être un mot, si vous le permettez, complémentaire. C'est une formule gagnant-gagnant. Après tout, l'ASEAN, qui fait 700 millions d'habitants, le total fait 700 millions d'habitants, aurait pu avoir un autre pays africain pour, dans le cadre de sa politique dans le continent africain, l'Égypte, par exemple. Ce n'est pas le cas. C'est intéressant que ce soit le Maroc. Ce sont des pays qui ne sont pas très présents sur le continent. Vous faites bien de le soulever. C'est ça, oui, c'est pour ça que c'est du gagnant-gagnant. Quand on parle de la Chine, par exemple, oui, ils connaissent bien l'Afrique, l'Inde aussi, mais ce n'est pas le cas pour la dizaine de pays qui constituent l'ASEAN. Je vous laisse finir peut-être, Hafed Bottaleb. Et alors, deuxième élément, c'est que les pays constitutifs de l'ASEAN sont aussi membres du RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est le plus grand espace de libre-échange au monde, qui compte 2,5 milliards de consommateurs, notamment par exemple la Chine, le Japon. Et c'est intéressant puisque ce sont des pays qui comptent au sein du RCEP, qui ont accepté de rentrer dans cette proposition du RCEP qui a été surtout formulée par les Chinois, à côté de cette construction importante qu'est l'ASEAN. Et la Chine étant membre du Conseil de sécurité, elle est attentive à ces positionnements-là, notamment de ces pays pour lesquels, qui comptent aux yeux des dirigeants chinois. En parlant d'être attentifs, est-ce que les pays qui constituent l'ASEAN seront attentifs à cette prise de position, il faut le dire, bien sûr, évidemment. de cet ensemble? Quand je parle de pays individuellement, Hafed Bottaleb. Évidemment que, vous savez, l'ASEAN est une vraie construction importante. C'est similaire à l'Union européenne. Si vous allez dans les pays membres, ici à Rabat, voir les ambassades, il y a le drapeau de chaque pays, puis à côté, il y a le drapeau de l'ASEAN. Donc c'est vraiment une organisation fondatrice pour ces pays-là, qui leur a permis d'enregistrer des points de croissance cruciaux au fil des années, qui a amélioré le quotidien des citoyens de chacun des pays membres. Et donc, très honnêtement, une prise de l'appareil, une prise de partie de l'appareil de l'ASEAN n'est pas un événement négligeable au regard des chancelleries des pays membres. Mustafa Sahimi, un dernier mot pour clore ce chapitre de Maroc-ASEAN et aussi passer à l'autre chapitre, vous avez évoqué l'Union européenne. Donc peut-être aussi en réaction aux pays de l'ASEAN par rapport
au dossier de la cause nationale, la position de ces pays-là par rapport, et surtout après cette prise de position très franche, très explicite du secrétaire général de l'ASEAN. Vous l'avez relevé, c'est le secrétaire général qui a un mandat et des attributions, qui a signé un communiqué commun, qui a pris position. Il sait ce qu'il fait. Il sait bien qu'il y a un consensus maintenant de la dizaine d'États membres de l'ASEAN pour se prononcer, comme il l'a fait publiquement à Rabat, pour ce qui est de la cause nationale. C'est extrêmement important. J'ajoute que ça donne une valeur particulière également au Maroc, parce que c'est le Maroc qui voit sa diplomatie consacrée de manière particulière par 10 pays membres de l'ASEAN, des pays de l'Asie du Sud-Est. Et le Maroc, à cet égard, est un pont. C'est l'analyse qui est faite par l'ASEAN, est un pont donc pour ces pays éloignés du continent africain qui avaient besoin d'un pays crédible, important, dynamique, en l'occurrence le Maroc. Et stable aussi. C'est important, cela va sans dire. Mais il est important de le rappeler. Partenariat avec l'Europe à présent, cette déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et c'est au sujet du dossier des trafics d'êtres humains. Je cite Madame von der Leyen, le Maroc demeure un partenaire de premier plan dans la lutte contre les trafics d'êtres humains. Mustafa Shehmi, dossier de la migration, bien naturellement. Avec l'Union européenne pour la question migratoire, nous avons un certain nombre de dossiers qui sont sur la table. Il y a le pacte sur le droit d'asile de 2024 qui a été adopté par l'Union européenne, qui, sur un certain nombre de points, est restrictif. Mais l'ensemble des membres de l'Union européenne donc, sont d'accord sur un point, c'est que le Maroc est extrêmement mobilisé pour faire donc ce qu'il faut par ce qui est des trafics d'êtres humains. Il suffit de voir les déclarations des responsables français à Paris ou ici, des responsables espagnols, etc. Les uns et les autres se félicitent donc d'une politique marocaine qui est opératoire et qui donc est mobilisée contre l'immigration clandestine, contre les trafics, les narcotrafiquants et toutes sortes de formes de criminalité transnationale. Je crois que c'est extrêmement important à dire. Et sur ce plan-là, c'est un bel exemple de coopération d'ailleurs de sud-nord, puisque le Maroc est donné un exemple précisément pour ce qui est de la maîtrise des flux migratoires, de leur régulation, de leur contrôle et de sanction. Alors, il y a sur ce plan-là, donc, un point extrêmement positif à l'actif de notre diplomatie. Hafed Boutaleb, aujourd'hui, la question migratoire divise en Europe, mais il y a consensus visiblement sur le rôle central que joue le Royaume dans, comme le disait à très juste titre professeur Shehmi, dans la régulation finalement de ces flux migratoires. Peut-être un mot aussi sur cette crise qui secoue les pays européens sur la migration, en l'occurrence. C'est une crise de modèle, puisque d'abord il y a l'Union européenne, les économies des pays membres de l'Union européenne arrivent un peu en fin de cycle. Il faut réinventer leurs économies, il faut pouvoir permettre de retourner à cette situation du plein emploi qui avait permis à l'Europe vraiment de rayonner, notamment dans les pays du Sud méditerranéen, qui avait permis aussi ce cycle d'immigration. Donc, mais ce qui est certain, Khadija, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il faut aussi voir au niveau des pays émetteurs. Et je crois que c'est là où l'Union européenne doit changer d'attitude. Il y a aujourd'hui un grand bouleversement au sein de 3 pays qui sont émetteurs de migrants massifs, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont en train de se réinventer leur construction régionale, essayer de créer de la croissance. Je crois que tant que l'Afrique et tant que le gap, l'écart entre l'Afrique et l'Europe restera aussi important, il y aura toujours une crise migratoire. Il faut réduire cet écart, ou en tout cas améliorer au niveau du continent africain les conditions de création de richesses, les conditions de création d'emplois. Ça, c'est vraiment critique. C'est important parce que vous avez évoqué cet aspect financier, toujours dans cette lettre
adressée aux dirigeants des 27 par la présidente de la Commission européenne. Elle y évoque une coopération ancienne entre, bien sûr, le Maroc, qu'on décrit comme partenaire de premier plan dans le trafic contre les trafics ou de la traite humaine. Cette coopération fait l'objet d'un soutien financier accru. Ça serait mis un commentaire sur ce soutien financier qu'on définit comme accru. D'abord, ce soutien financier était médiocre pendant des années. C'était l'équivalent de 200 millions d'euros et c'est les estimations qui ont été faites par les autorités marocaines à l'époque, c'est que la charge financière du contrôle des flux migratoires, c'est à peu près 800 millions d'euros. Quand même. Eh oui, parce que c'est tout un dispositif, c'est des charges, c'est des prises en charge, je pense sécuritaires, médicales, formation, etc. Alors ça a été corrigé par l'Union européenne qui a monté maintenant, qui a augmenté son chiffre. J'ajoute que le Maroc avait des arguments. Et il avait des arguments disant qu'il était le seul pays à exercer un contrôle strict sur les flux migratoires irréguliers, plus tout ce qui va avec, c'est-à-dire les trafics, narcotrafiquants, contrebande, etc. Et d'ailleurs, ça a été salué il y a encore quelques jours à l'occasion de la Journée mondiale des migrants, où il y a eu des prises de position officielles saluant le rôle du Maroc pour ce qui est de sa politique migratoire, avec un certain nombre d'éléments que je vais rappeler rapidement. Il faut rappeler que Sa Majesté le Roi a été consacré en février 2017, un mois après le retour du Royaume à l'Union africaine, comme leader africain pour la migration. Plus encore, il y a un bureau des migrations qui est à Rabat, qui a été inauguré il y a 3 ans. J'y ajoute la régularisation de plus de 52 000 migrants en 2 séquences successives, 2013-2014 et 2015-2016. Il y a 52 000 migrants, subsahariens en particulier, qui ont été régularisés, qui ont les mêmes droits que les citoyens marocains, sauf les droits politiques, vous le savez. En parlant de droits politiques, vous me facilitez la transition. Je voulais qu'on parle de la déclaration d'un ministre de la transition énergétique, mais on va commencer par celle du ministre de l'Intérieur, en parlant justement d'exercer son droit politique. Je cite Siablo Filftit, le système électoral national, conformément aux dispositions de la Constitution, garantit aux Marocains du monde le droit de s'inscrire sur les listes électorales générales, ainsi que celui de voter et de se porter candidat à toutes les élections organisées sur le territoire national, à l'instar des citoyens résidant au Maroc. Fin de citation de notre ministre de l'Intérieur. Je voudrais d'abord un commentaire. Nous sommes à l'aube de la campagne électorale, bien naturellement. Les élections, c'est dans 1 an et quelques mois. Et beaucoup se posaient la question, notamment nos MRE. Et nous, alors, quel est notre rôle dans ce droit fondamental que sont les élections? Les déclarations du ministre de l'Intérieur sont conventionnelles. Évidemment, j'ai souscrit pleinement, parce qu'elles sont conformes à la Constitution. Reste l'implémentation, l'organisation du mode d'élection de notre communauté marocaine étrangère. C'est une communauté forte de 1 800 000 personnes. À l'étranger? À l'étranger, bien sûr. Plus, je pense. Non, c'est 1 800 000. Non, le total c'est ouais. 5 600 000. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais la France, c'est 1 800 000, c'est important. Le problème qui est posé maintenant, c'est les conditions de leur participation aux processus électoraux. On a eu une première expérience, voici 40 ans. C'était 5 députés qui avaient été désignés dans 5 circonscriptions à l'étranger, donc Europe, ailleurs, monde arabe, etc., qui avaient fait partie du Parlement de 1984-1992 à 1992, expérience pas concluante. Alors, le débat aujourd'hui est le suivant. Ils sont électeurs, c'est bien nos MRE, ils sont éligibles, c'est bien, mais sur le plan pratique. Ils sont électeurs, ça veut dire qu'ils doivent voter. Ils peuvent voter d'ailleurs dans les consulats, puisque c'est prévu. Ça n'a pas été précisé. Mais le problème c'est qu'il suffit électeurs, oui, mais peuvent-ils être éligibles en étant dehors, en étant en Hollande, en étant au Canada, etc. C'est pourquoi des questions pratiques. Il faut qu'ils puissent faire leur campagne électorale. Et ça n'est pas réglé.
Ça n'est pas réglé, c'est-à-dire c'est un compatriote émigré qui va quitter le pays d'accueil, sa famille, venir s'installer au moins 6 mois auparavant dans une commune rurale, une ville, un quartier, etc. Et ça, c'est pas possible. C'est une question qui a été réglée dans le droit comparé. Comment? Elle a été réglée en France. Il y a 11 députés représentant les Français à l'étranger. 11. C'est réglé même en Algérie, il y en a 8. C'est réglé en Tunisie, c'est réglé dans d'autres pays. Il n'y a qu'en Espagne où ça n'est pas réglé. Il n'y a pas de représentation d'un quota. Donc il faudra bien trancher. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a un discours royal à ce sujet, discours royal qui est de 2013, repris dans le discours du 20 août 2022, où le souverain avait interpellé le gouvernement sur 2 grands dossiers, la révision du Code de la famille, ça a pris du temps mais ça s'est fait, et également une meilleure place de notre communauté dans le monde économique et dans le monde institutionnel. Sur ce plan-là, rien n'est fait et je doute qu'il y ait des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des résistances. Il y a des résistances qui sont techniques, qui sont logistiques, qui sont politiques, etc. Politiques, d'abord, que font les partis politiques? Je vais être clair et résumer. Les partis politiques tiennent un discours, évidemment, louant la participation de notre communauté aux institutions, avec le rôle qu'ils jouent pour ce qui est de développement économique, etc. Quand ils sont au gouvernement, ils ne prennent pas les mesures appropriées. Prenez tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le cabinet Yousfi 1998, c'est Abdelrahman Yousfi, c'est Jto, c'est Abbas Fassi, Benkiran, c'est Dr Othmani et c'est Aziz Akhnou. Eh bien, personne n'a franchi le pas pour dire oui, il faut qu'ils aient une représentation politique au sein des institutions nationales. Notamment les partis politiques. Ben oui, voilà, nous en sommes là. Alors la résistance, elle est là. En fait, ils ne maîtrisent pas le vote des communautés marocaines et l'étranger et n'ont pas envie d'être bousculés. Donc, parce que... Pourtant, en 2021, il avait été imposé à chaque parti politique de présenter une candidate résidant à l'étranger à la tête d'au moins une liste électorale sous peine de ne pas bénéficier du financement public. Cela a été rappelé par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais une candidate, mais au dernier rang. Vous pouvez me citer une parlementaire qui est issue de la communauté marocaine. Il y a eu un cas. Est-ce que les mécanismes incitatifs, notamment financiers, sont suffisants pour... Non, je ne sais pas. C'est un domaine politique. Il faut d'abord la décision politique. Ensuite, comme on dit, l'intendance suivra. En tout cas, pour finir, c'est Abdel Fiftit a affirmé que le gouvernement restait ouvert à toute proposition constructive qui vise à renforcer la participation électorale des MRE dans le respect du cadre établi par la Constitution du Royaume. Ça revient au gouvernement de proposer un texte. Voilà. C'est aux partis politiques aussi de faire des propositions. Bon. Évidemment. Mais soulignons que pour les consultations référendaires, les MRE votent. Oui. Il y a des bureaux de vote au niveau des consulats. Des consulats, oui, plutôt. Pas tant que ça. La dernière fois, c'était en 2011. Pour la Constitution, absolument. De 2011. Absolument. Alors, passons à présent au secteur minier et cette déclaration de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Ben Ali, qui répondait justement aux questions de nos parlementaires, déclare que sa tutelle, le ministère, s'attelait à la mise en œuvre d'une réforme en profondeur du secteur minier en vue de l'ériger en levier de la souveraineté économique et de consolider la justice spatiale dans le cadre d'une vision stratégique intégrée englobant les dimensions juridiques, institutionnelles et territoriales. Fin de citation de Leïla Ben Ali. Hafed Boutaleb aujourd'hui. Oui. Souveraineté. Bon, souveraineté je pense économique. Que ce sont les thèmes de l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la souveraineté, c'est l'énergie et c'est aussi ces minerais, notamment les minerais stratégiques au vu de leur importance dans tout le tissu économique mondial. Elle a parlé de justice spatiale. Ça aussi, c'est très important. C'est que l'exploitation des mines, nécessairement, doit bénéficier aussi aux populations qui sont adjacentes. Oui. Et donc, là-dessus, il y a des mécanismes pour permettre une meilleure justice spatiale. Et aussi, évidemment, garantir la souveraineté nationale par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Khadija, c'est les terres rares. Ces minerais critiques qui sont utilisés pour
produire les téléphones portables et des équipements. Ces terres rares, aujourd'hui, elles sont réellement, véritablement, on l'a vu avec Donald Trump, l'objet des convoitises des grandes puissances. Effectivement, la Chine détient une très grande partie, mais pour équilibrer justement cette proéminence chinoise, quel que soit le pays pouvant véritablement produire ou démontrer la moindre réserve de terres rares, cela intéresse les Américains, intéresse toutes parties prenantes, les Européens, pour pouvoir justement contrebalancer cet avantage considérable dont bénéficie la Chine. Et on est là-dedans, en pleine course sino-américaine, de cette course du leadership mondial. Et justement, le Maroc se positionne, et pour se positionner en bonne et due forme, il faut un cadre juridique, d'où l'élaboration ou la modification de la loi 33-13. Le ministère est en train, selon la ministre, d'élaborer un nouveau projet de loi et une approche assez participative et un projet de loi qui consacre la reconnaissance des minerais stratégiques et terres rares en instituant donc un cadre juridique spécifique pour leur valorisation, reflétant ainsi les orientations nationales, les hautes orientations royales en matière de transition industrielle énergétique. Non seulement transition, mais de souveraineté. Professeur Sahimi, un commentaire sur ce cadre juridique spécifique à ces terres rares et comment il balise finalement le terrain pour passer à l'étape supérieure, à savoir raffiner ces terres rares. Je vais vous surprendre, je vais être interrogatif. Pourquoi? Vous ne me surprenez pas, mais voilà. Quelle interrogation? Madame Ben Ali est une ministre compétente, qui a des compétences éprouvées et connaît bien ses dossiers, il faut le dire. Cela dit, ce qu'elle a avancé dans sa déclaration ne permet pas d'avancer. Pourquoi? Parce qu'elle a en charge ce département depuis octobre 1921, ça fait 4 ans. Donc en juin 2025, on nous dit le département de la transition énergétique s'attelle à la mise en œuvre des réformes en profondeur. 4 ans après, on en est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites. Je vais vous donner un exemple. Le code minier actuel qui est en vigueur, c'est la loi 33-13. 33-13, c'est de 2013. On a un code qui n'est plus adapté aux conditions de développement, d'exploitation, etc. Qu'est-ce qui a empêché que ce code soit remanié, qu'il fasse l'objet d'une refonte, etc. En plus, ce sont des dossiers, c'est ça qui me gêne toujours, ce sont des dossiers où il n'y a pas d'arbitrage politique ni de clivage partisan. Il y a des dossiers qui échappent donc au système partisan. Il y a des choses qui ce sont des dossiers d'État. Oui, on parle de souveraineté. C'est ça. Donc, heureusement, d'ailleurs, ça ne dépend pas des partis politiques. Donc le consensus devrait primer et la volonté réformatrice aussi. Alors, ce qui est en chantier, ce qui manque, qu'est-ce qui manque à la législation actuelle? Et en espérant que des choses seront réglées dans les prochains mois, il manque un climat d'attractivité pour les investissements dans le secteur minier. Également, une simplification. Il est prévu que, vous savez que les autorisations d'exploitation, c'est 4 ans, il est prévu de rajouter 3 ans. Oui. Donc ça, c'est un acquis. Et de revoir les licences aussi, après l'opération de réattribution. Aujourd'hui, en juin 2025, il manque une pièce importante, un dossier important, lequel? Un cadastre minier numérique national. Il n'existe pas. C'est comme, vous savez, on en a parlé une fois sur ce plateau, c'est comme la carte sismique du Maroc, vous vous en souvenez, qui date de 2010. Elle n'a jamais été actualisée. Donc voilà des choses qui doivent être faites, qui sont techniques. Dernière interrogation. Dernière interrogation, c'est évidemment la question, vous l'avez posée, le collègue aussi, problème des minerais stratégiques, les terres rares. Il faut aligner cette identification, cette valorisation en couplant ça avec nos préoccupations, nos stratégies dans la transition énergétique. Problème des licences d'exploitation. Aujourd'hui, il y a 78 entreprises qui ont des licences d'exploitation, il y en a de plus ailleurs, donc 80% sont marocaines, donc il y a un savoir-faire marocain qui se fait dans ce domaine-là, et puis la gouvernance locale et territoriale, ça a été évoqué, il faut que les régions où il y a des minerais, que les habitants profitent évidemment des dividendes des résultats d'exploitation.
Et surtout que ces entreprises que vous avez évoquées, ces entreprises minières, se sont engagées, toujours selon les dires de la ministre, à investir 2 milliards de dirhams et créer environ 6 000 emplois directs. Nous clôturons ainsi le chapitre national et on va ouvrir à présent le chapitre international. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, cette semaine, il y a une personne qui a fait, je pense, un record de déclarations. Enfin, on va dire que depuis le week-end dernier, on va dire qu'un certain Donald Trump s'est donné à cœur joie sur son réseau social Truth pour faire la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire la guerre et la paix, notamment avec cette guerre qui opposait l'Iran à Israël, guerre qui a été, selon toujours les dires du président américain, stoppée grâce à ses talents de négociateur, mais aussi grâce à cette opération au marteau de minuit sur les installations nucléaires iraniennes. Hafez Boutaleb, bien sûr, je vous ferai réagir sur cette déclaration. Il y en a eu beaucoup, on a eu vraiment du mal à en choisir une, mais puisque tout le monde aspire à la paix, donc on a choisi celle-ci. Félicitations au monde, il est temps de faire la paix. Donald Trump, président des États-Unis. Hafez Boutaleb, est-ce que nous sommes arrivés à la paix? Alors, il est temps de faire la paix. C'est-à-dire, c'est un processus. Il est temps de commencer ce processus. Ce qui est intéressant, c'est dans sa déclaration annonçant les frappes américaines, son discours à la Maison-Blanche, Donald Trump a fini son discours en souhaitant, comme on le connaît, God bless America, mais aussi God bless Israël. And God bless Iran. Attendez, ça c'est son C'est discours. après. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que après, dans son tweet, il va enchaîner les God bless. Alors, God bless America, mais God bless Israël, God bless Iran, God bless Middle East, et il finit en disant God bless the world. Ça veut dire qu'il a été attentif à la remarque qu'on lui a dit en lui disant, certainement des observateurs ont dû remarquer, enfin, attirer son attention sur le fait qu'il n'est pas d'une posture de paix, de souhaiter l'assistance de Dieu uniquement pour 2 pays, et puis pas pour le reste, lorsque l'on veut faire une paix inclusive et globale. Et c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Ce n'était pas qu'un sujet de campagne. On sent que Donald Trump veut être un président de la paix pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, c'est un agenda qui arrangerait l'état économique du monde après 5 ans d'instabilité. On a quand même besoin, rappelons quand même, Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, puis la rupture des chaînes d'approvisionnement, le renchérissement des matières premières, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a eu le 7 octobre au Moyen-Orient, à Gaza, et puis cette guerre contre l'Iran. Donc, il y a aujourd'hui un momentum quand même, un consensus pour quand même ramener la communauté internationale vers des jours plus apaisés. Mais il y a aussi chez Donald Trump une volonté vraiment de rompre avec l'establishment républicain. Parce que Donald Trump a fait une OPA réussie sur le Parti républicain et il veut qu'elle puisse durer. Et dans cela, il veut montrer qu'il n'est pas du clan Bush, qu'il n'est pas du clan de ces va-t-en-guerre qui, il y a 20 ans, avaient déclenché une guerre contre l'Irak qui était une guerre illégale. Il veut absolument, lui, se démarquer par rapport à ses adversaires politiques, qui ont été des adversaires virulents, parce que pendant la campagne qui a été longue, on se souvient, où il avait même été question d'emprisonner Donald Trump à l'issue de ses procès, de ses multiples procès, cet establishment républicain s'était vraiment allié avec les démocrates. Donc là, il y a une volonté de vengeance même de la part de Donald Trump, montrer qu'il est un artisan de la paix. Maintenant, sur le terrain, qu'en est-il? On a 2 nations, l'Iran et Israël, qui considèrent les 2 avoir vaincu dans ce conflit. C'est un conflit qui n'a pas été un conflit direct, qui était un conflit d'une manière indirecte, sous forme de bombardement. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui a été ciblé, puisqu'il y a beaucoup de propagande autour. Ce qui est sûr, c'est que s'il doit y avoir un début de processus de paix, il doit d'abord concerner effectivement ces installations nucléaires iraniennes et essayer de créer le cadre propice pour que le régime iranien puisse continuer à survivre d'une certaine manière, mais sans qu'il ait tous ces relais à l'extérieur de ses frontières, notamment les proxys,
tous ces pays qui étaient alliés, on se souvient du régime de Bachar, etc. Toute cette attitude, toute cette dimension internationale du régime des Mollahs a été un facteur de déstabilisation considérable, il faut le rappeler. Parlons de régime, est-ce qu'il y a une volonté finalement à changer de régime? Non, est-ce qu'on a changé de posture avant et après les frappes? Je peux vous assurer qu'il n'y a vraiment jamais eu de volonté véritable de changer le régime. Il y a eu une frappe symbolique de la part de l'armée israélienne dans cette prison d'Evrin, où il y a des opposants, mais ce n'est pas comme ça qu'on change un régime. Et la mentalité perse, elle est très nationaliste, très souveraine. C'est une nation qui a 25 siècles. Donc, ce n'est pas par l'étranger que se change le régime. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la population s'est cimentée un petit peu symboliquement autour du régime et autour du personnage d'Ali Khamenei, mais c'est une symbiose de circonstances. Il est fort à parier que le régime va s'affaiblir sur le temps, que sa propagande va prendre un coup dur et que dans quelques mois, quelques années, peut-être que d'autres, comme les événements, les manifestations de Mahsa Amini, d'autres événements qui avaient secoué la République islamique d'Iran depuis 2018, il faut le rappeler, et il y a aussi le cinquantenaire de cette révolution iranienne en 2028 qui arrive, qui est devant, avec nécessairement, quand on parle de cinquantenaire, on parle de bilan. Le bilan est mitigé, voire désastreux, des Mollahs qui ont ruiné ce pays, qui l'ont mis à genoux, qui l'ont mis sur des combats qui ne sont pas les siens. Et mais évidemment, le régime va devoir rendre des comptes et ça va être des années difficiles. Mais ce n'est pas de l'extérieur que ça arrivera, c'est plutôt de l'intérieur. Mustafa Sahimi, commentaire. Alors, sur la citation du président Trump, donc, il est temps de faire la paix. Plusieurs observations. La première, le ressort psychologique le plus profond du président américain, c'est quoi? C'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Non, c'est fondamental. Il n'a jamais accepté que le président Obama ait pris Nobel. Il considérait que, en plus, c'était en début de mandat, donc c'était pas proportionnel. Non, mais surtout que le président Obama, en termes de paix, on ne peut pas dire que le bilan de son mandat était sous le thème de la paix. Ça, c'est fondamental. Avec des bombardements en Libye. Deuxième... Pas que, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Il y a eu des bombes en Syrie sur le mandat d'Obama. On en reparle après. Deuxième élément, il a promis pendant sa campagne, et il prend note de l'attachement d'une bonne partie de son électorat à une politique isolationniste. Aucun soldat américain à l'étranger. C'est fondamental, ça, c'est important. D'autant qu'il y a un agenda électoral en novembre 2026, c'est les élections militaires, vous savez, le renouvellement de la moitié, etc. Donc, il fait très attention sur ce plan-là. D'autant qu'il a la majorité très courte dans les deux chambres. Et donc, troisième point, ce qui me préoccupe, c'est que le temps de faire la paix, oui, il a fait des pressions extraordinaires sur Israël, malgré l'accompagnement, le soutien, etc., mais pour que le Premier ministre Netanyahou arrête un certain niveau d'opérations militaires. Il fait également pression sur Poutine pour trouver un règlement à la question de l'Ukraine. Dernier point qui ne le préoccupe pas, c'est pour ça que c'est une pétition de foi pacifique mais à géométrie variable pour ce qui est du peuple palestinien. Oui. Eh oui. Alors ça relève de l'impensé. Il avait fait cette déclaration, vous le savez, en disant qu'il fallait transplanter les 2 400 000 Palestiniens de Gaza ailleurs et qu'il allait faire de Gaza une riviera. Ah oui, mais ça a été dit, c'est-à-dire que c'est de la rhétorique fondamentale. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un message de paix. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Enfin, comment parler de paix alors qu'il a imposé aujourd'hui aux pays de l'OTAN d'augmenter, finalement, c'était un souhait lors de son premier mandat, il a finalement réussi, il a imposé aux pays de l'OTAN d'augmenter c'est un autre registre. Le ratio. Non, oui, bon, c'est juste pour faire la transition, professeur Sahimi. Pardon, non, c'est un autre registre. C'est un autre registre, oui, mais force est de constater sur ça, les Alliés vont devoir maintenant allouer au moins 3,5% de leur PIB à leurs dépenses militaires, c'est 1,5% de plus qu'avant justement cet accord. Enfin, si on peut parler d'accord, c'est gagnant-gagnant entre OTAN et les US finalement, Hafez Boutaleb.
C'est toujours l'approche transactionnelle de Donald Trump. Donc ça a été, oui, donnant-donnant, et il a réussi à imposer. Alors Donald Trump, rappelons juste pour les téléspectateurs, a reproché à l'OTAN d'être à une l'Europe, machine. Non, même à l'OTAN. À l'Europe dans l'OTAN. Voilà, c'est-à-dire d'être une machine qui dépend essentiellement du financement américain. Oui. Et il ne comprenait pas pourquoi l'Amérique doit décaisser pour d'autres pays. Alors justement, c'est pour ça que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, parce qu'on revient sur les déclarations fortes, a déclaré que l'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense, comme elle le devait, et ce sera votre victoire. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la réaction des Russes, notamment de Vladimir Poutine, pour qui le démantèlement de l'OTAN devait plutôt être une bonne perspective, mais qui aujourd'hui voit que Donald Trump a permis non seulement de préserver l'OTAN, mais en plus de faire monter le financement. La contribution américaine, elle est de combien? Elle est de 16%. Ce n'est pas 50%, 60%. Donc il faut corriger les choses. C'est exactement 16%. Alors, sur ce plan-là, il a obtenu, comme vous l'avez dit, que les contributions européennes, à l'horizon 2035, dans 10 ans, passent donc à 5%. Aujourd'hui, évidemment, il y a des problèmes. La France est 2,1% de dépenses de participation. Et l'Espagne qui refuse d'augmenter aussi. Ouais. Voilà, on en parle de l'Espagne. Le calcul, c'est par rapport au PIB. Oui. La France, c'est 2,1%. Je crois que c'est 500 milliards de dollars le budget. L'Espagne, c'est 1,3%. Donc, l'Italie, c'est la même chose, c'est 1,5%. L'Allemagne, c'est 1,8%. Il n'y a que les USA, c'est 3,5%, etc. La Pologne, 4,2%. Donc, le problème, c'est donc une augmentation de la participation des 32 États membres de l'OTAN au financement de l'OTAN, que j'ai évoqué. Il faut rappeler que l'augmentation des budgets militaires de l'OTAN profite à qui? Les 3/4 des achats militaires des pays de l'OTAN, ils sont faits où? Ils sont faits aux États-Unis. Oui. Donc voilà une dynamique politique et diplomatique où il y a un retour d'investissement sur les industries militaires, notamment américaines. Notamment peut-être pas en temps de paix, mais qu'il prône. Hein. Je voulais justement revenir sur ce vœu pieux et ses félicitations à la paix. Un mot sur l'OTAN avant qu'on... Oui, il y avait Zelensky à assister au sommet. Donc, mais pas en travaux, à des réunions annexes. Voilà, exactement, parce que ce n'est pas un pays membre. Oui. Mais en tout cas, il a été pris en photo, c'est l'essentiel pour lui, parce que lui, on sait comment il travaille très très bien sa communication. La com. Et surtout, non, mais l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était le casus belli de la guerre en 2022. Mais ça reste. C'est-à-dire que vraiment, mais ça reste très éloigné. C'est-à-dire même avec la guerre en Ukraine, ça ne rapproche pas d'autant Kiev de son siège à l'OTAN, ni à l'Union européenne d'ailleurs. Oui. Et en parlant de paix, la question du cessez-le-feu en Ukraine se pose toujours. Lui, Donald Trump, qui avait promis qu'elle allait se faire en 24 heures. La paix aussi dans la région. Oui. Peut-être que ça sera un effet indirect de cette politique de paix voulue de manière directive par le président Trump, notamment pour ce qui est de la région maghrébine, du Sahel, etc. Oui. Une dernière déclaration, dernier verbatim de la soirée, celui d'un ancien joueur français, un ancien international français, et c'est au sujet d'un joueur marocain qui a fait briller quand même une équipe française, le PSG. Comment peut-on passer à côté d'un joueur qui a réinventé le poste de latéral? Récompenser un joueur comme Hakimi ferait du bien au football, a déclaré Jean-Michel Larquet. Mostafa Sahimi, je ne peux pas m'empêcher de vous faire réagir. Je crois que c'est la première fois qu'on vous entendra parler de football. Eh bien, vous allez être surprise. Surprenez-moi. D'abord, Hakimi le mérite. Oui. Mérite. S'est imposé, il est dans une grande équipe aujourd'hui, Paris Saint-Germain, il fait un travail exceptionnel, avec beaucoup de professionnalisme, d'esprit collectif, etc. C'est extrêmement important. Deux, comment se fait la désignation de titulaire du Ballon d'Or? C'est une équipe de 100 journalistes représentant 100 médias internationaux, avec des paramètres de modération, etc. C'est extrêmement important, il les mérite, il faut voir. Pour ce qui est de mes goûts footballistiques, je vais vous les confier. J'ai deux équipes que je soutiens, les Phares à Rabat, évidemment les Phares, et le Raja de Casablanca. Bravo.
Un commentaire sur le ballon d'or, Hafid Ça Boutaleb. ferait du bien au Maroc, surtout aux Marocains, Oui. à notre morale et en perspective de la Coupe d'Afrique 2026. Ça sera un bon coup de pouce pour le. Et ça serait le les deuxième ballon d'or africain depuis Oé, Oui. en 1995. Là, vous me surprenez vraiment hein, de vos connaissances footballistiques. Voilà, c'est avec le ballon rond que ce débrief touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je réitère mes remerciements à mes deux chers invités. Hafid Boutaleb, toujours un plaisir de vous accueillir. Monsieur Sahimi, Merci à vous. C'est la fin donc de cette émission. Très bonne suite des programmes.